Bien, j'ai demandé au Benjamin des présents de faire l'appel, donc Mathieu Pietri. Richard Mallier. Présent. Amapola Ventron. Présent. Marie-Odile Armandon. Présent. Mathieu Pietri, présent. Monique Salomon. Présent. Roger Mossé. Présent. Corinne Lemeux. Edmond Etejan. Présent. Édouard Alexander. Mathieu Morateur. Claude Lampeau. Présent. Armand Chamela. Claudine Achintre. Présent. Colette Toulec. Dominique Bièche. Roger Wex. Yann Pertuizel. Présent. André Gauthier. Présent. Véronique Garnier. Présent. Catherine Bienfait. Marie-Christine Rodriguez. Présente. Stéphane Pierassini. Présent. Patrice Lanzon. Présent. Joseph Cassaro. Présent. Marie-Pierre Vitiello. Pouvoir. Vanessa Brescia. Christine Pouvoir, pardon, c'est moi qui l'ai. Christine Sicardi. Pouvoir. Marie-Christine Oberlinkels. Présente. Jean-Marc Bretin. Présent. Alain Dubois. Pouvoir. Véronique Bianchi. Hervé Plisson. Présent. Anthony Chekroun. Pouvoir. Bien. Merci Mathieu. Je vous rappelle, comme à son habitude, que le conseil municipal de ce soir est filmé. Je voudrais pour ma part vivement féliciter les organisateurs du Festival des Voix sous les platanes qui ont une fois de plus émerveillé musicalement les marronniers de la bassine de la Salle. Un grand merci aux artistes qui nous ont ouvert les portes de leur atelier pour la 3e édition des ateliers Portes ouvertes. On a eu l'occasion de vendredi soir, si on a vu, de les remercier et d'écouter un peu ce qui s'était passé avec cette manifestation. Sachez qu'il y a des Australiens qui sont venus voir ce qui se passait. Comme quoi, Bel-Air est une cité bien connue jusqu'aux antipodes, puisque c'est l'Australie. Je tenais aussi à remercier tout particulièrement les 40 bouquins volontaires, dont 10 enfants, ainsi que les élus présents pour leur investissement à travers l'opération Nettoyons la nature qui s'est déroulée le samedi 8 octobre. Ce ne sont pas moins de 360 kilos de déchets résultant d'incivilités qui ont été ramassés dans 4 quartiers de la commune. Une initiative que je souhaite renouveler et qui, j'espère, sera encore plus fréquentée dans les années à venir. J'ai pris un immense plaisir dans ma participation à la soirée italienne organisée par le comité de jumelage dans notre salle des fêtes. Je tiens à les encourager dans leur investissement en faveur du rayonnement de la commune. Il est également important de féliciter nos collégiens lauréats du brevet cette année. C'était pour la première fois qu'il y avait distribution du diplôme. Et je remercie le personnel du collège de son invitation pour cette cérémonie de remise de diplôme et souhaite un succès mérité à tous nos jeunes diplômés dans la poursuite de leurs études. Côté château, l'exposition Artessence intitulée Le petit peuple des murs a ravi nos petits bouquins venus en nombre. Elle est remplacée depuis le 19 octobre par une exposition de l'artiste Sama intitulée Psaume confidentiel pour l'âme, proposant de l'art abstrait. C'est ensuite l'association Talents Aiguilles qui nous présentera son exposition Aiguilles en folie du 18 au 20 novembre. Le prochain café-concert est prévu pour le 5 novembre prochain à 20h30, l'occasion de se divertir autour de la chanson française poétique et décalée. Cet univers qui viendra habiter le château vous est proposé par Anaka Productions et ses 3 demoiselles qui composent les têtes de Linette. Le conseil de ce soir traitera principalement de l'analyse et du choix du mode de gestion pour notre concession d'eau potable et d'assainissement. Nous évoquerons aussi diverses affaires courantes
et des subventions métropolitaines. Je vous rappelle que la cérémonie du 11 novembre s'articulera de la façon suivante. 9h30 office religieux, qui ne sera pas à l'église, puisqu'elle est fermée, qui sera à l'église de Calas. À la chapelle d'Espérance, pardon. 11h, commémoration au niveau du monument aux morts, place de l'Hôtel de Ville. 11h45, baptême de l'Esplanade devant la Poste, au nom d'un des poilus de la commune, mort pour la France, le 4 novembre 1916, au fort de Vaux. C'était Édouard Bouquet, qui a été aussi instit sur la commune. Puis un apéritif sera offert par la municipalité à 12h15. Les Terres Blanches accueilleront le mercredi 9 novembre de 15h30 à 19h le planétorium mobile pour vous proposer une initiation à l'astronomie. Pour les amateurs de danse contemporaine, vous pourrez y découvrir le vendredi 18 novembre à 20h30 le spectacle Time Break, ça y est, je suis arrivé, de la compagnie Grenade. Côté bibliothèque, les bébés de 12 à 24 mois pourront être initiés aux conteuses des 1000 paroles le mercredi 9 novembre à 16h, alors que les plus de 3 ans devront attendre le mercredi 16 novembre à 16h aussi, pour découvrir le pas qui compte, par la C-O-N-T-E, par la compagnie Huile d'Olive et Beurre Salé. C'est gentil de nous dire quelque chose. Pour les adultes, la prochaine causerie du mercredi se déroulera le 4 novembre à 18h30 sur le thème de la peinture de la couleur. Alors on me dit que c'est le mercredi 2, tu as raison en plus, hein, puisque c'est mardi 1er, donc c'est mercredi 2. Le mercredi 2 novembre à 18h30 sur le thème de la peinture de la couleur sur le front. Je souhaite également vous informer que l'ère des gens du voyage de la Malle est ouverte et inaugurée depuis mardi dernier. Bien que je déplore les conditions d'ouverture, puisque des occupants ont forcé le portail et endommagé les réseaux électriques pour s'installer avant, cette ère est synonyme d'amélioration pour les bouquins. En effet, je n'ai pas manqué de rappeler au sous-préfet que la réalisation de cet équipement, avec son coût de plus de 3 millions d'euros pour le contribuable, doit remplir ses missions en intégralité et se montrer efficient. En d'autres termes, que le financement de cette ère doit être le synonyme de la fin des campements de fortune spoliant le fermier de ses récoltes, l'usager de son stationnement pour prendre les transports en commun, ou encore dernièrement le commerçant d'exploiter sa jardinerie. Je serai très ferme sur ce qui désormais, et j'y tiens, appartient au passé, puisque j'exigerai pouvoir compter sur le concours de la force publique offerte par les représentants responsables de l'État en cas de nouvelle occupation illégale. Enfin, je rappelle au bouquin que les enfants de cette ère seront scolarisés à Simiane-Collongue, comme il avait été convenu par mon prédécesseur et son homologue de Simiane en l'échange de l'installation sur Boupeler. Nous aurons l'occasion de revenir sur les grands projets du mandat et le point sur les actions réalisées lors du traditionnel, maintenant traditionnel, échange citoyen avec la population. Vous êtes donc tous invités le 10 novembre aux Terres Blanches à 18h30 pour ce temps fort communal. Maintenant, place à l'ordre du jour. Donc sur le premier point, c'est le point le classique, adoption du compte-rendu de la séance du 19 septembre, donc, que vous avez reçu en son temps. Je rappelle que le compte-rendu intégral figure sur le site de la commune, puisque le conseil municipal est mis en vidéo sur le site de la commune. Donc il n'y a pas aucune observation, c'est classique, donc je pense que c'était adopté à l'unanimité. Ok, merci. Ensuite, nous avons la dénomination de l'esplanade Édouard Bouquet. Donc il s'agit de l'esplanade située au niveau de la résidence plein centre. Nous avons reçu de la part de la copropriété un accord pour lui donner le nom d'Édouard Bouquet. Édouard Bouquet était né le 16 septembre 1891 et mort pour la France au fort de Vaux, qui est situé à Verdun, le 4 novembre 1916. Et il a été instituteur à l'ancienne école des garçons, qui se trouvait à l'emplacement de l'actuelle poste,
situé donc au sein de l'opération Plein Centre. Donc il vous est proposé de donner ce nom-là d'Édouard Bouquet à cette esplanade. Est-ce que vous avez des questions, des déclarations? Il n'y en a pas. Donc je mets aux voix cette délibération, voix contre. Il n'y en a pas, abstention non plus, unanimité. Je vous remercie. Ensuite, nous avons la dénomination d'une voie, rue des Micocouliers. Je rappelle que le lotissement des Micocouliers, donc qui part au petit giratoire en dessous de la Villa Victoria, là où vous avez l'allée de la Croix, vous avez l'avenue du 8 mai et vous avez l'avenue de Provence, il y a un lotissement des Micocouliers avec une voie donc, qui traverse ce lotissement, qui donne d'ailleurs sur un terrain, un immense terrain cultivé. Donc cette voie a été rétrocédée à la commune par délibération en date du 12 février 2001 et l'acte a été signé le 1er juin 2004. Donc cette voie n'est à ce jour toujours pas dénommée. Donc il a été envoyé à l'ensemble des propriétaires du lotissement une lettre en date du 17 mars pour leur faire part de l'intention de la commune de nommer la dite voie rue des Micocouliers. Les propriétaires disposaient d'un délai de 15 jours pour faire part à la commune de leurs éventuelles observations. Sur 3 propriétaires sur les 39 que compte le lotissement signifiaient leur réserve ou leur opposition au projet de nouvel adressage. C'est pour ça que 3 sur 39, c'est-à-dire moins de 10%, se sont opposés ou mis des réserves. Donc je vous demande d'adopter cette délibération. Monsieur Plisson, vous demandez la parole, mais vous l'avez. Merci. Il est comme ça, pour voir un petit peu ça, ce que les 3 propriétaires reprochaient ou proposaient pour la dénomination de cette rue, vous savez? Oui, de mémoire, il y en avait un qui disait non, on doit continuer à s'appeler lotissement du Micocoulier. Bon, avec la poste, ça passe plus, ce genre de choses. Alors ça, je me souviens de celui-là, parce que je trouve ça un peu... Après les 2 autres, j'avoue, je sais plus. Non, mais je crois que, comme le dit monsieur le maire, voilà, de mémoire aussi, c'était juste ça. Ça se passe bien, a priori, pour nous pour l'instant, mais sauf que ça se passait pas bien pour tout le monde. Parce que, il y avait des soucis avec le terroriste. Avec l'adressage, c'est la poste qui nous demande, donc on le fait très volontiers. Voilà, donc plus d'intervention, donc je me vois cette délibération, voix contre, il n'y en a pas, abstention non plus, unanimité, je vous remercie. Ensuite, nous avons l'acquisition de la parcelle cadastrée section CB numéro 27, qui est à l'intersection de la RD 8N et du chemin de la Pinède. Alors, c'est une parcelle qui appartient au département. Donc il vous est proposé de la racheter pour l'euro symbolique, ce qui est... parce qu'à titre gratuit, ça sera un peu... à mon avis, à titre gratuit, enfin bon, on essaiera de négocier, mais il vous est demandé de voter ces libérations de manière à ce que je puisse déposer le dossier auprès du département. Je rappelle que nous avons besoin de cette parcelle dans le cadre du réaménagement de la RD 8N, et si vous voulez, je peux traiter la parcelle numéro 28, CB numéro 28, c'est la libération qui suit, où là, on demande, ça appartient à l'État, donc ça appartient à l'État depuis des décennies, sans doute, c'est à la suite d'un permis qui a été donné, l'État a récupéré à l'époque, c'était une route nationale, a récupéré cette parcelle, donc là, on demande à l'État de le placer dans le domaine public. Et une fois qu'il est dans le domaine public, on est tranquille pour pouvoir faire l'élargissement de la RD 8N. Mais par contre, celle qui appartient au département, on demande que le département nous la rétrocède parce qu'on a à faire un aménagement dessus. Est-ce que j'ai été clair? Voilà, donc pas de questions sur ces 2 délibérations. Donc je mets au voie la première, donc il s'agit de récupérer celle du département, la CB numéro 27, voix contre, il n'y en a pas, abstention non plus, unanimité, je vous remercie. Pour la CB numéro 28, donc placée dans cette parcelle qui appartient à l'État, la placer dans le domaine public, est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas, abstention non plus, unanimité, je vous remercie. Ensuite, nous avons donc
la mise en place d'une délégation de service public pour la gestion de l'eau potable. Le contrat arrive à échéance le 2 octobre 2017. Donc il vous est proposé de délibérer là-dessus sur la délégation de service public. En fait, il y a deux solutions, nous l'avons vu en commission plénière. Donc en commission plénière, c'est prononcé à l'unanimité pour continuer la DSP. Donc est-ce qu'il y a encore des questions là-dessus? Monsieur Plisson. Bon, disons que c'est une déclaration. C'est plutôt une déclaration, oui, et sur les deux rapports sur la gestion de l'eau potable, et sur l'assainissement. Donc, sans vouloir minimiser l'intérêt de certaines décisions du conseil municipal, il est indéniable qu'un certain nombre de délibérations ont un poids plus important que d'autres. Par exemple, chaque année, le budget, ou en particulier depuis 2 ans, les décisions relatives à l'aménagement urbain de la commune. Mais quel que soit le type de décision, il fait l'objet généralement de débats annuels, voire d'engagements pluriannuels. Aujourd'hui, nous initions un travail que la commune n'avait pas réalisé depuis 25 ans. Depuis 25 ans, la gestion de l'eau potable à Bouc, et en particulier son prix et son assainissement, dépend d'un contrat de concession passé d'ailleurs par vous, monsieur le maire, lors de votre premier mandat. Non, par le conseil municipal de l'époque. Oui, qui avait signé suite à la délibération. Passé donc avec la Société des Eaux de Marseille. Ce contrat arrive enfin à son terme le 2 octobre 2017. C'est donc dire l'importance que revêt le travail qui nous attend pour déterminer les conditions de poursuite du service de l'eau. Nous vous avions interrogé par 2 fois, il y a quelques mois, pour connaître la date à laquelle vous envisagiez de lancer cette démarche relative au choix des modalités de gestion. Il ne nous reste finalement que 8 à 9 mois pour déboucher sur une réponse opérationnelle, ce qui est suffisant pour renouveler une délégation dans le cadre d'un contrat d'affermage, mais ne permet plus une réflexion sérieuse sur l'éventualité d'une reprise par la commune en régie directe. Croyez bien que nous regrettons que cette réflexion n'ait plus le temps d'avoir lieu. Il n'est pas certain que ce mode de gestion aurait été plus intéressant pour une petite commune comme Bouc-Bel-Air. Mais certaines communes y sont revenues et parfois elles en sont très contentes. Pour Bouc, manifestement, le choix est fait, sans réel débat. On continuera sur le même type de contrat. À votre décharge, monsieur le maire, il faut bien reconnaître que la reprise du service de l'eau par la métropole en 2018 n'incite pas, et c'est humain, à innover dans ce domaine. Quoi qu'il en soit, le constat que l'on peut faire à ce jour est qu'il était temps, malgré quelques initiatives de votre part pour faire baisser le prix de l'eau, de revoir ce contrat qui date, somme toute, du millénaire précédent. Car il s'avère que Bouc-Bel-Air a l'eau la plus chère de toutes les communes alentours, et parfois avec des écarts importants. Donc, si nous acceptons l'idée de voir le mode de gestion reconduit sous forme de délégation de service public en contrat d'affermage, par contre, nous serons extrêmement vigilants au terme du contrat et au mode de calcul du prix de l'eau. Car la partie n'est pas gagnée. La concentration du secteur de l'eau est telle qu'il n'est pas certain que plusieurs entreprises postulent à la reprise du contrat de gestion de l'eau à Bouc-Bel-Air. Autrement dit, la SEM risque d'être seule à répondre à la proposition de la commune. Et bien que nous ne soyons pas des tenants du libéralisme et de la croyance en la concurrence libre et parfaite, il serait quand même inquiétant d'être mis en face d'une seule entreprise dont la puissance est des centaines de fois supérieure à celle de notre commune, Veolia, pour ne pas la citer. A contrario, il semblerait que nous ayons, au travers des services de la commune et de notre assistance à maîtrise d'ouvrage, affaire à des personnes capables de nous donner une estimation objective du véritable coût de l'eau à Bouc-Bel-Air.
De ce fait, qu'une seule entreprise ou que plusieurs postulent, cette estimation devrait permettre de négocier pied à pied et de revoir à la baisse le prix de l'eau sans pour autant faire baisser la qualité du service apporté. Car à notre avis, dans le contrat actuel, comme on dit communément, il y a du gras en faveur du prestataire, peut-être même beaucoup de gras. Comptablement, le résultat pour la SEM est d'environ 300 000 € par an, probablement le double en réalité. Par ailleurs, la dette initiée auprès de la SEM en 1992 s'éteindra avec l'actuel contrat d'affermage, soit, sauf erreur, 100 000 € de moins sur la facture. Enfin, il semblerait que peu de grosses dépenses de maintenance soient à prévoir à court et moyen terme pour le prestataire, le réseau bouquin étant en relativement bon état. Donc, a priori, tous les éléments sont là pour assainir cette probable surfacturation de l'eau à bouc. Ensuite, nous veillerons à ce que la durée du contrat soit la mieux choisie possible. La prochaine contractualisation ne saurait attendre 20 ans, d'autant que je ne suis pas sûr que nous soyons encore tous là pour le faire. Plus sérieusement, je sais que l'on parle d'une durée de 10 à 12 ans, ce qui de nos jours est déjà long. Et même si le prochain contrat sera négocié par la métropole, il ne serait pas acceptable pour nous que l'entretien des équipements du réseau bouquin soit d'ici là sacrifié afin de tirer des prix cassés sur le thème « Après nous le déluge ». Nous insisterons par ailleurs pour qu'une réflexion soit menée sur les modalités de tarification. Actuellement, il existe une part fixe et une part variable en fonction de la consommation. Il est nécessaire de réfléchir à une augmentation relative de la part variable, voire à la suppression de la part fixe et à une tarification entièrement proportionnelle à la consommation, afin de pénaliser les abus et le gaspillage d'eau et, à contrario, de faire baisser la facture des consommateurs économes. Enfin, la préparation du nouveau contrat ne peut se faire sans prendre en compte l'existence de problèmes ponctuels d'alimentation d'eau dans certains quartiers de la commune, de l'assainissement des eaux usées des habitants utilisant l'eau du canal de Provence et de l'existence de quartiers n'ayant pas accès à l'eau potable. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Bien, Monsieur Plisson, je suis quand même un peu étonné parce que vous faites les questions et les réponses, vous faites tout, mais en tout cas, vous avez bien retenu ce que nous avons travaillé en commission plénière mercredi dernier. Bon, l'objet de la commission, c'était simplement, pour la délibération que nous avons aujourd'hui, qui est celle de dire, est-ce qu'on choisit entre la gestion directe, c'est-à-dire la régie, ou est-ce qu'on le met en DSP? C'est ça. Parce qu'après, une fois qu'on a lancé, c'est pas vous qui allez me dire le contraire, puisque vous faites partie de la commission DSP, donc vous savez très bien comment ça se passe. Nous avons mis une petite année pour faire la DSP des crèches, qui a été renouvelée. On a changé d'ailleurs de délégataire, ce qui nous a posé des problèmes, vous le savez très bien, mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça. On a donc choisi un autre, le conseil municipal a choisi un autre délégataire. Donc on va reprendre exactement la même procédure que vous avez suivie pas à pas pour les crèches. Vous dites un contrat de 25 ans, celui de 92 arrive à échéance, donc en octobre 2017, vous avez raison, mais là vous dites aussi que c'est 10 à 12 ans, c'est ce qu'on a vu en commission plénière, donc on va avoir l'occasion de se définir au sein de la commission de la DSP dont vous faites partie. La SEM seule, je ne pense pas que la SEM soit toute seule à répondre à la... Enfin, en tout cas, on verra bien, mais vous savez, des fois, on ouvre les plis, hein, je ne sais pas si c'est vous qui êtes à la commission d'appel d'offres, je ne sais pas qui était à la commission d'appel d'offres, mais en tout cas, Mme Oberlinkel, en tout cas, vous voyez que des fois, il y a une réponse. Hein. Là, on a ouvert, d'après ce qu'on m'a dit, on a ouvert le marché des véhicules électriques, il y a une réponse. Et pourtant, on a déjà un a été déclaré donc infructueux, et on a relancé le marché, on n'a qu'une réponse. Donc à un moment donné, moi je ne sais plus faire, je ne peux pas non plus. Voilà. Je vous le dis. Par contre, là où vous m'étonnez, c'est que vous parlez de l'entretien des réseaux. L'entretien des réseaux, certes, c'est le délégataire, et on a à voir ça d'une manière très fine.
pour l'entretien des réseaux sur le fonctionnement. Par contre, l'investissement, ça ne regarde pas le délégataire. L'investissement, c'est nous. Et sachez que le maire que je suis a fait en sorte qu'au niveau du budget de l'assainissement comme du budget de l'eau potable, puisque nous avons lancé la station de potabilisation, donc 3 millions d'euros d'investissement, l'affaire est en cours, hein, on n'est pas encore arrivé au niveau du DCE, mais ça ne saurait tarder, faire en sorte que avant qu'on rentre en métropole, parce qu'on aura pu, après le moyen d'y aller, avant qu'on rentre en métropole, on ait des réseaux qui soient à la hauteur, une station de potabilisation qui soit aussi à la hauteur. Pour la petite histoire, il y a 25 ans, on m'a dit qu'il fallait la changer, la station de potabilisation. Elle n'a jamais été faite. Bon, aujourd'hui, c'est vrai que, compte tenu de l'augmentation de population et compte tenu de son obsolescence, hein, parce que plus ça va, plus elle devient obsolète, il fallait la changer. Donc, j'ai préféré qu'on lance ça, et ça vous a été proposé dans le budget primitif, qu'on lance ça dès cette année pour faire en sorte que, une fois que la métropole sera arrivée, eh bien, écoutez, nous, on aura fait une grande partie des réseaux au niveau investissement. Et c'est pareil pour la distribution de l'eau potable, pour les réseaux. Je rappelle que depuis alors j'hésite à dire ça dans la Robert Linkels, mais je vais peut-être faire référence à l'année 2000 où j'avais prévu de refaire un maillage au niveau du réseau d'eau potable entre les Girodets et puis, enfin je ne rentre pas trop dans les détails, mais les Girodets et l'actuel, bon, c'est toujours pas fait, donc il va falloir qu'on le fasse et c'est un peu ce qu'on a prévu. Il en est de même pour l'assainissement. Il en est de même pour l'assainissement, y compris pour certains quartiers où l'assainissement n'existe pas. Parce qu'on sait très bien que la métropole, elle mettra un certain temps à amener l'assainissement dans ces quartiers-là. Voilà. Mais là, on est en investissement. Donc ça n'a rien à voir avec la DSP qui, elle, est une DSP concernant le fonctionnement. Voilà, je pense avoir répondu à vos interrogations. Non, non, mais c'est pas vraiment des interrogations, c'est une position. Mais vous aurez l'occasion, dans le cadre de la DSP, de dire ce que vous pensez. Mais je parlais bien de l'entretien des équipements, je ne parlais pas des investissements sur la DSP. Ah non, mais alors l'entretien, ça c'est l'entretien, c'est pas le remplacement des réseaux. Vous arrivez à un moment donné, il y a un mètre linéaire qui dit que jusqu'à tant de mètres, c'est le délégataire et au-dessus, c'est... Je parlais bien de simplement l'entretien des équipements. Il ne faudrait pas que, pour faire baisser le prix de l'eau, celui qui sera retenu rogne sur l'entretien des équipements. C'est ce que faudra bien le préciser. Vous serez avec nous, vous veillerez au grain, et je sais que vous le ferez, ne serait-ce que dans le contrat final qui sera proposé à la commission de DSP. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Une intervention, donc je mets aux voix cette délibération. Donc il s'agit donc de la délibération numéro 06 pour l'eau potable. Est-ce qu'il y a des voix contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc unanimité, je vous remercie. La délibération numéro 7, donc c'est la concession de l'assainissement. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Abstention non plus, unanimité, je vous remercie. Délibération suivante, il s'agit du rapport d'activité 2015-2016 du service des affaires culturelles. Rapporteur, Marie-Odile Armandor. À travers le rapport d'activité du service municipal des affaires culturelles, c'est le bilan de la politique culturelle municipale de la saison 2015-2016 que je vais évoquer. Je rappelle que l'objectif de la politique culturelle a deux axes principaux. Le premier, donner le goût de la culture, et le deuxième, offrir de la culture à tous. Alors, nous avons eu aux Terres Blanches 13 spectacles qui ont été accueillis. Pour l'ouverture de saison, le premier spectacle, le Grand Cirque, s'est installé sur l'esplanade des Terres Blanches. Les autres spectacles étaient dans la salle des Terres Blanches. Sur les 12 spectacles, 9 ont affiché complet. Nous avons proposé donc pour tous de la danse, de la musique, des spectacles à l'occasion de Noël, des chants provençaux en partenariat avec le conseil départemental, un one-man show, 2 spectacles pour le 8e Festival du Rire, 2 spectacles pour le 4e Festival Mon Échappée Belle et une pièce classique revisitée.
Donc, au total des entrées pour la saison culturelle aux Terres Blanches, 4 333 spectateurs, dont 62 classes pour 11 séances. Au château, 5 cafés-concerts ont été proposés. C'était de la musique du monde, du jazz, la chanson française et de la musique classique. Total des entrées, 315 spectateurs. En ce qui concerne les expositions, une exposition pédagogique portant sur la photographie et le travail a reçu 6 classes et le centre de loisirs. 6 expositions professionnelles ont été organisées par la ville dans le domaine de la sculpture, sur les affiches de la Grande Guerre, le salon des lauréats, le salon des artistes, une exposition sur le dessin et sur l'aquarelle. 3116 entrées ont été totalisées. Et j'attire votre attention sur l'exposition Sama qui se déroule actuellement. Monsieur le maire en a parlé tout à l'heure. Vous pourrez la découvrir jusqu'au 6 novembre. Elle est ouverte toute la journée, 10h, 13h, 15h, 18h. En plus des expositions professionnelles, les expositions associatives se sont tenues à la Bastide et au château. Elles ont été au nombre de 13. Une nouveauté cette année, l'exposition sur l'espace public d'une sculpture monumentale, La Sirène de Jean-Claude Lorenzo, qui a passé un bon moment à côté de la fontaine et qui a beaucoup plu. C'est une façon de faire venir l'art au devant du public en sortant l'art des lieux dédiés. Et nous allons renouveler l'expérience en proposant à nouveau des expositions de sculptures monumentales. Autre nouveauté, les visites guidées hors les murs, 2 au musée Granet et 1 au camp des Mines, ont trouvé leur public. Nous avons complété la programmation de la bibliothèque en partenariat avec elle et par 3 séances de spectacles et de contes. Dans le domaine de la culture scientifique, nous avons accueilli aux Terres Blanches le planétarium mobile qui propose une initiation à l'astronomie pour des séances scolaires et pour le tout public. Et nous accueillons à nouveau ce planétarium le 9 novembre. En ce qui concerne les festivals à l'extérieur, Des Voix sous les platanes, 3 concerts gratuits sur l'esplanade de la Bastide de la Salle ont accueilli 350 personnes. Ce festival est organisé par l'association Wolfgang en partenariat avec la ville et le conseil de territoire d'Aix. Les rendez-vous musicaux dans les jardins d'Albertas, c'était la 17e édition. Concert gratuit aussi de l'Orchestre Philharmonique du Pays d'Aix avec 1800 personnes et du Quatuor de basson de l'Opéra de Marseille avec 500 personnes au mois de juin. Le service culturel apporte une aide logistique au Festival d'Orgue que la ville subventionne pour sa programmation tout au long de l'année. Nous avons donc vécu une saison 2015-2016 riche de rencontres et de découvertes avec un public fidèle qui apprécie nos propositions culturelles de qualité à proximité de chez eux. Voilà, merci. Merci Marie-Odile, je vous ai touché. Merci Marie-Odile. Est-ce que vous avez des questions à poser à Marie-Odile? Bon, on n'a pas à le mettre aux voix, c'est simplement un compte-rendu. Oui, juste une appréciation. Moi, je crois que tout le monde reconnaît la qualité du travail du service municipal d'action culturelle. C'est indéniable. Et compte tenu des enjeux, ce sont des enjeux importants, surtout notamment pour l'accès à tous à la culture. Et j'en profite, Monsieur le maire, pour solliciter que le prochain budget soit augmenté pour le service culturel. Madame Armandon vous a demandé d'être son porte-parole. C'est ça, tu l'as payé aussi là, quoi. Dites à vos amis, là, Madame Oberlinkels, qui sont au Rennes, au gouvernement et à la présidence, dites-leur qu'ils ne diminuent pas encore la DGF. Rappelez-leur, si peut-être que la DGF ne diminue pas, on pourra peut-être le voir, mais si elle diminue encore, on sera. D'ailleurs, je vous ferai simplement remarquer que nous n'avons pas baissé le budget culture, non pas baissé, on ne l'a pas augmenté, je vous l'accorde, mais on ne l'a pas baissé malgré la baisse des dotations globales de fonctionnement. Alors donc on n'a pas à le mettre aux voix, donc après nous avons une délibération qui sera présentée par Monique Salomon, qui est la prescription de la révision du règlement local de publicité. Merci Monsieur le maire. Oui, il s'agit en fait de réviser en fait le règlement
local de publicité qui existe depuis septembre 1990 et donc depuis 18 ans et qui ne correspond plus à l'évolution et aux enjeux de la commune. C'est tout jeune, c'est la majorité. Ah, j'ai mal calculé. Hein. Excusez-moi. D'autre part, il convient de le mettre aussi en conformité avec la nouvelle loi qui est sortie en 2010 portant engagement national pour l'environnement, c'est-à-dire une loi ENE, complétée en plus par le décret du 30 janvier 2012 qui impose que les RLP approuvés avant la loi ENE soient révisés avant le 14 juillet 2020, c'est-à-dire 10 ans à compter de la date d'entrée en vigueur de cette loi. Le RLP, donc le règlement local de publicité, relève du Code de l'environnement et sa redéfinition est régie par le Code de l'urbanisme. Suite à la révision du PLU, il devenait nécessaire de revoir ce RLP qui n'est plus adapté aux caractéristiques et enjeux de la commune qui ont été définis dans notre nouveau PADD, à savoir notre engagement de protéger, voire transformer les perspectives paysagères le long des axes de circulation, d'améliorer l'image de Bouc-Bel-Air perçue depuis les entrées de ville, mais aussi de concilier l'implantation des anciennes préenseignes publicité extérieure avec la composition urbaine en tenant compte de l'ensemble des intérêts patrimoniaux et paysagers de Bouc-Bel-Air. Il nous faut donc mettre en place une réglementation qui soit protectrice de l'environnement et du cadre de vie. Nous devons aussi concilier, à travers ce règlement, les considérations de sécurité routière, de pollution visuelle et les besoins de publicité indispensables à l'activité économique locale, tout en tenant compte de l'évolution du cadre urbain, principalement sur la RD8N, et des nouveaux supports de publicité inexistants en 1998, par exemple micro-affichage, bâche publicitaire, publicité numérique, etc. Les modalités de concertation que nous vous proposons de suivre dans le cadre de la procédure de révision du RLP sont les suivantes. Publication d'un article dans la revue municipale, publication sur le site internet de la commune, organisation d'une réunion publique de concertation, mise à disposition du public d'un dossier et d'un registre d'observation au service urbanisme pendant toute la durée de la concertation qui durera environ un an et demi. Une étude préalable, évidemment, devra être réalisée par un bureau d'études, puis le projet de RLP révisé sera soumis à enquête publique. Monsieur le maire vous propose de prescrire la révision du règlement local de publicité approuvé le 28 septembre 1998 et de retenir les modalités de concertation énoncées ci-dessus. Alors je voudrais que vous vous souveniez de ce qui fleurissait avant sur certains murs, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais défense d'afficher, loi du 29 juillet 1881. Il n'y en a plus. Donc maintenant, il faut définir en fait les voies, etc., les quartiers sur lesquels on pourra avoir des enseignes, des préenseignes, etc. Oui, Marie-Odile, tu avais en fait raison, c'est 18 ans, puisque c'est pas... Ah, ben alors c'est pas 90, c'est 98. Ah bon? Je me disais qu'étant élu en mars 89, ça me semblait difficile quand même, puisqu'on est allé vite pour le POS. Ouais, d'accord. À l'époque, ça s'appelait le POS, aujourd'hui PLU. On a mis 3 ans, et le règlement local de publicité a découlé du POS. D'accord. Donc c'était pas 90, c'est 98. Alors, oui, tu t'es trompé, voilà. Est-ce que vous avez des questions à poser à Monique Salomon? Pas de questions? Oui, monsieur Lisson, vous avez la parole. Éventuellement, est-ce que vous pouvez nous rappeler combien rapporte à la commune cette publicité, en particulier les grands panneaux 4 mètres sur 3 qui défigurent, en particulier les RD8N? Oui, oui, je peux vous répondre. Ça, l'année dernière, 80 000 €. Tu m'as dit 80 000? 90. Entre-temps, il y a eu qui sont arrivés. Voilà. Bon, et encore, vous l'avez évoqué, mais je souhaitais quand même, moi aussi le dire, nous avons mis une taxe sur la publicité, donc quand nous sommes arrivés, qui nous rapporte aujourd'hui
90 000, on aura cette recette en moins, c'est vrai. Bon, mais je vous espérais que la DGF continuera pas à baisser, donc on pourra peut-être faire en sorte que cette recette, nous n'ayons plus, mais c'est savoir ce que nous voulons. Dans le cadre de notre projet municipal Séville Nature, ça veut dire qu'on ne peut pas continuer à avoir, surtout avec le chantier de RD 8N, qui est le plus spectaculaire pour nous, hein, puisque c'est là où il y a le plus de publicité, la RD 8N qui, l'ordre de service a été signé, hein, et le chantier va partir incessamment sous peu, courant début novembre, c'est ça ? Début novembre, donc voilà, et on part pour 2,5 km de chantier, ce qui veut dire que là, il faut aussi qu'on accorde la publicité à ce que nous allons faire. Moi, personnellement, en tant qu'écologiste, j'allais vous dire, bon, ben, il vaut mieux se passer de ces 80 000 euros que de continuer à supporter ce désagrément visuel et ce désagrément aussi sociétal, quoi, parce que ça va, quoi. Le bourrage de crâne. Monsieur Pisson, vous savez, je ne suis pas écologiste comme vous, j'ai pas cette chance. Bon. Par contre, moi je crois que oui, je l'ai dit, j'ai été clair. Mais si vous voulez, c'est pas cette somme de 90 000 que nous allons perdre, parce que les enseignes, on fait payer en fonction de la surface de l'enseigne, et il y a des petites enseignes qui continueront à payer. Mais c'est vrai que les grandes enseignes, comme vous dites, et les grandes publicités ne paieront plus. Mais ça a eu un effet, hein, de toute façon, de les faire payer, parce qu'il y en a beaucoup moins. Hein. Il y en a qui n'ont pas voulu payer, puisque... Et donc retirer leur publicité. Oui, absolument. Voilà, plus de questions là-dessus. Juste une petite remarque. Dans l'article 6 de la délibération, il est dit « La présente délibération sera en outre publiée au recueil des actes administratifs de la commune ». Mais toutes les délibérations le sont. Donc... il y a, disons, bon, le dire en plus, c'est une bonne chose, mais au témoin d'un doute, il n'y a pas de délibération qui ne le soit pas. Non, qui peut le plus, peut le moins. Donc on l'a marqué, mais en fait... Voilà, plus de questions là-dessus, donc je me vois cette délibération, voix contre, il n'y en a pas, abstention non plus, unanimité, je vous remercie. Ensuite, Roger Mossé va nous parler du contrat de prestation de services, capture, ramassage, transport des animaux errants, si et ou dangereux sur la voie publique, ramassage des cadavres d'animaux sur la voie publique et gestion de la forêt animale. Oui, merci Monsieur le maire. Le contrat de prestation des services avec la société d'assistance pour le contrôle du peuplement animal permet la culture, la continuité de l'accueil en fourrière animalière des animaux errants, dangereux ou blessés, assure le transport vers une clinique partenaire et prévoit l'enlèvement des cadavres trouvés ou capturés sur la voie publique et répondre ainsi aux sollicitations des administrés. Le présent contrat est conclu pour une période allant du 25 octobre au 31 mars 2016. Il sera renouvelé à compter du 01 2017 par taxite reconduction dans la date limite de 3 reconductions d'année civile sans que sa durée totale n'excède les 4 ans. Le montant forfaitaire annuel des prestations de services pour les communes de plus de 1000 habitants est de 1 € hors taxe par habitant et par an. Dernier recensement légal est de 14 283 habitants. Afin de bénéficier de ces prestations, il est demandé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire et de signer le contrat annuel avec la société Assistance pour le contrôle du peuplement animal. Question à Monsieur Mossé. Monsieur Pisson, vous allez en parler beaucoup aujourd'hui, monsieur. Oui, ben oui, il y a des jours comme ça. J'ai noté que le 19 septembre dernier, nous avions passé une convention à peu près sur le même contenu, on va dire, avec le Centre de défense des animaux de Marseille et de Provence. Et que le coût de cette convention était de 1500 €. Là, on passe à 14 000 et des poussières euros. Pourquoi ne continue-t-on pas avec le Centre de défense des animaux de Marseille et de Provence à un coût qui semblait... Tout simplement, Monsieur Plisson, parce que cette société n'existe plus. Voilà, tout simplement. Et malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de choix sur l'ensemble du département,
et je pense que cette solution était la meilleure pour notre commune. Voilà, vous avez compris que ça a fermé. Alors peut-être que le prix peu élevé qu'elle avait a peut-être fait que, voilà, bon, peu importe, on ne rentrera pas dans le détail, mais bon, on est obligé d'avoir un prestataire, si vous voulez, qui nous enlève les cadavres d'animaux, qui capturent les animaux errants, enfin, etc., sur la voie publique. C'est une nécessité pour le maire. Donc je vous demande par pitié de me permettre de signer ce contrat pour que je puisse, dans ce cas-là, mandater, enfin, c'est pas moi, c'est la police municipale, mais mandater le prestataire quand on en a besoin. Voilà, plus de questions. Donc, est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y a pas de voix contre. Abstention non plus. Unanimité. Je vous remercie. Ensuite, nous avons 3 subventions. Donc, Corinne Lemeux va nous parler de l'ASBA, et puis Mike Belair et l'Union sportive Simian Book. Vous voulez, Corinne? Et Roger. Voilà, ça marche. Voilà, ça marche. Merci, monsieur le maire. Donc, ces 3 délibérations traitent du même sujet. Ce sont des subventions métropolitaines. Donc, le 10 juillet 2015, le Conseil communautaire du Pays d'Aix a validé le transfert de certaines subventions aux associations vers les communes membres de la CPA. Ceci afin de sécuriser l'aide aux associations très impliquées dans la vie associative des communes, mais susceptibles de ne plus s'inscrire dans les critères de la métropole. Dans le cadre de la CLECT, donc la Commission locale d'évaluation des charges transférées, la ville a perçu le montant de ces subventions et il lui appartient donc aujourd'hui de les reverser. Alors, si vous le souhaitez, on peut peut-être faire les trois délibérations en même temps. Donc, pour l'USSB, donc le basket, 1 500 €. Pour l'ASBA, le foot, 1 000 €. Et pour la bike, le vélo, 500 €. Voilà, merci Corinne. Je crois qu'elle a été très claire là-dessus. C'est de l'argent que nous avons perçu. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Je me vois ces 3 délibérations, on les vote en même temps. Juste une question. Oui, je vous en prie. Qu'est-ce qui avait demandé à ce que ces 3 structures soient reprises par la commune? C'est nous ou c'est la CPA en son temps? En fait, la CPA en son temps a fait en sorte qu'un certain nombre d'associations qui étaient subventionnées par elle, et on n'était pas sûr que ces subventions continuent, donc a fait, vous imaginez bien que on avait 3 associations, mais qu'il y a des communes où c'est autre chose et c'est d'autres sommes. Je ne rentrerai pas dans les détails. On avait voté plusieurs fois, mais là j'avoue que je n'ai pas vérifié. Et on a passé déjà 1 500 € pour le CABA, qui avait demandé. Le hand, par contre, lui dépend entièrement de la métropole, donc ne rentre pas dans ce cadre-là. Voilà, donc en fait, il y avait 4 subventions qui rentrent dans le cadre de la CLET, et une, voilà, plus les culturelles, et une qui est vraiment purement métropole. Ok, plus de questions à Corinne Lemeux. Donc, est-ce qu'il y a des voix contre? Pas de voix contre, pas d'abstention, unanimité, je vous remercie. Alors, nous avons la DM, décision modificative numéro 1 pour le budget d'eau de la commune, évidemment l'exercice 2016. Teddy Alexander. Oui, merci monsieur le maire. Donc, cette décision modificative va permettre le financement de la maîtrise d'œuvre de la station de potabilisation pour 216 000 € en réduisant les crédits du chapitre 23, c'est-à-dire immobilisation en cours, et d'augmenter le chapitre 20, immobilisation incorporelle, le tout pour, naturellement, chacun pour 216 000 €. En fait, il manquait des crédits sur le chapitre 20. Donc nous basculons du chapitre 23 sur le chapitre 20. C'est pas qu'il manquait, c'est qu'on a tout mis sur le 23 quand on a fait le budget. Donc maintenant, puisqu'on sait ce qui nous est demandé, ce que ça nous coûte, on fait ce qu'on appelle une décision modificative. Voix contre? Il n'y en a pas. Abstention? Donc 2 abstentions, donc unanimité des votants. Merci. Donc délibération suivante, alors annule et remplace la garantie d'emprunt Bourbon, délibération numéro 16-0309 du 18 avril 2016.
Rapporteur Teddy Alexandre. Oui, merci monsieur le maire. Bon, cette délibération est déjà passée lors du conseil municipal de mars 2016, mais il y a une erreur au niveau de la métropole qui s'est trompée sur les taux et je ne sais pas sur les montants. Donc la société Promologie nous demande, qui est donc la société qui réalise l'opération, nous a demandé de repasser cette délibération. Donc je vous rappelle que c'est un montant de 46 537 € et nous garantissons 20 941, c'est-à-dire 45%, et la métropole garantit 55%. C'est un prêt blé. Voilà. Voilà, je pense que Teddy Alexandre a été assez clair. La CDC nous demande de revoir. Il n'y a pas de problème, on annule. Et si vous en êtes d'accord, on remplace par cette délibération d'aujourd'hui. Donc je mets aux voix cette délibération. Voix contre, il n'y en a pas. Abstention non plus. Unanimité, je vous remercie. L'ordre du jour est fini. Il y a maintenant 4 questions diverses qui m'ont été données. Elles sont où? Voilà, elles sont là. Alors, donc j'ai reçu de Madame Aubert-Linkels 4 questions diverses. La première dit: j'ai été témoin à plusieurs reprises du non-respect du cédé de passage à l'année du 8 mai 45 au niveau de la sortie des parkings de la mairie. À défaut de ne pouvoir revenir à la logique qui serait que ce soit ceux qui quittent le parking qui aient à céder le passage, que proposez-vous, Monsieur le maire, pour assurer la sécurité des automobilistes, ralentisseurs, feux intelligents, etc. etc. D'abord, simplement, Mme Aubert-Linkels, il ne s'agit pas de céder le passage, mais de stop. Les stops ont été mis il y a maintenant 3-4 mois. Le céder le passage daté depuis 2001. Et maintenant, on a mis un stop. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, la balise de priorité n'était absolument pas respectée, ou était respectée par, on va dire, un petit tiers des automobilistes, et que les 2 autres tiers ne respectaient pas. Donc nous avons mis un stop pour la bonne et simple raison, c'est qu'on veut casser la vitesse. Les gens arrivent en accélérant, on est dans une zone 30, et la sortie du parking, qui est aussi la sortie du parking de la mairie, mais qui est aussi la sortie de la rue... non, pas le chemin, c'est la rue Marie Curie, hein, c'est la rue Marie Curie qui va rejoindre le chemin des Écoliers. Donc c'est une rue, et que suivant l'endroit où on passe, c'est-à-dire quand on le prend dans le sens 24 avril, l'école des Pins, normalement la priorité est à droite, puisque nous sommes en ville. Donc c'était absolument pas respecté. Donc en 2001, nous avons pris un arrêté municipal qui disait qu'il y avait un cédé de passage. Ce cédé de passage n'étant que très peu respecté, eh bien on a mis un stop. Ce qui veut dire, je vous l'accorde, que le stop, les gens passent à 2 à l'heure. Non mais au moins, ils savent qu'ils doivent s'arrêter. Et ces passants à 2 à l'heure, ils pourront s'arrêter si vraiment il y a quelqu'un, et ils laisseront le passage. Par contre, avec la pénalité de priorité, c'était insécuritaire au possible. Ça aurait dû être fait d'ailleurs depuis longtemps de mettre un stop. Donc ça n'a pas pour effet d'accroître une circulation, ça a simplement pour effet de casser la vitesse. Donc d'autant plus que maintenant, on est en train d'élargir la voie. Vous avez vu, on fait le cheminement pour les personnes à mobilité réduite. D'un côté, on a agrandi le trottoir, mais de l'autre côté, on a mordu sur le rocher, ce qui fait agrandir la voie. Ce qui fait qu'on aura beaucoup plus de sécurité quand il y a les bus, les cars qui passent, voire les poids lourds. Donc on a eu tendance à accélérer encore plus. Donc le stop est bien là pour casser la vitesse, et les gens doivent s'arrêter au stop et repartir s'il n'y a personne. Donc si je puis me permettre très simplement, il faut dire que votre question ne tient pas la route. Deuxième question, c'est un climat d'insécurité au centre du village. Depuis quelque temps, des jeunes de Bourbelaire, entre autres, créent un climat d'insécurité au centre du village. Cela se traduit notamment par des infractions routières en scooter et des vols. Ces faits ont déjà été signalés en mairie. Quelles mesures comptez-vous prendre pour régler ces problèmes? Prévention, médiation, etc. etc. Bon, des contrôles sont effectués par la police municipale et la gendarmerie, d'ailleurs conjointement de jour comme de nuit, hein, donc c'est clair. On a même, par le biais du SIGV, syndicat intercommunal du Grand Vallat, qui s'occupe de prévention de la délinquance, 2 médiateurs. Hein, il y en avait un, et puis le deuxième...
a été, il y en a une qui est partie en maternité, congé maternité, donc elle a été remplacée par quelqu'un qui arrive le 2 novembre. On a donc les médiateurs qui s'occupent des jeunes et qui tournent là-dedans. Vous savez, on a aussi possibilité d'avoir la caméra mobile temporaire, on a tout ce genre de choses, mais bon, quand vous dites qu'il y a plus d'infractions routières ou de vols au village qu'ailleurs, c'est pas les échos que j'ai d'après les chiffres que j'ai. Bon, donc, par contre, il est très facile, quand il y a un sentiment un peu d'insécurité, d'extrapoler et de croire que... Bon, moi, je vous dirais très simplement qu'il est difficile de mettre un agent de police municipal ou un gendarme derrière chaque conducteur et derrière chaque jeune qui nous fait la roue arrière, qui traverse la place avec la roue arrière. Bon. Moi, je vous dirais, quand je le vois faire, je me dis toujours, tiens, s'il pouvait se casser la gueule, ça lui apprendrait. Voilà. Mais oui, parce que si vous voulez, c'est comme ça. Vous savez qu'un enfant, il fait des bêtises, mais à partir du moment, on lui dit, la cuisinière, elle est chaude. Mais pas les doigts dessus. Et puis quand on tourne la tête, paf, il a mis les doigts dessus. Mais il se met à pleurer parce qu'il s'est rendu compte que... Voilà. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il faut aussi qu'il fasse sa propre expérience. Alors évidemment, ça ne veut pas dire pour autant que je souhaite qu'il ait des blessures extrêmement graves. Mais je verrai quelquefois de mon œil qu'il se casse la figure, donc peut-être qu'il ne le fera plus. Parce qu'il aura touché du doigt le problème. Alors, par contre, votre question sous-entend peut-être que vous êtes bien informé. Donc, si vous savez des choses, dites-le moi, parce que dans ce cas-là, on pourra faire, parce qu'il y en a certains, on ne sait pas qui c'est. On n'arrive pas à les attraper. Troisième question que vous posez concerne les poubelles en centre-ville. Depuis quelques semaines, des affiches se multiplient sur la commune dénonçant un problème de ramassage d'ordures ménagères en centre-ville. Pouvez-vous nous en donner les raisons et les réponses que vous avez apportées ou pensez-vous apporter? Bon, il n'y a pas de problème... majeur de ramassage d'ordures dans le village, hein, puisque ça fait 20 ans que c'est comme ça, mais que par contre, il y a sans doute un problème, et je vous l'accorde, d'incivilité de riverains qui ne sortent pas les poubelles quand il faut, quand la benne est passée, ou qui sortent peut-être les poubelles avant et qui les mettent d'une façon un peu posée devant leur porte avec des animaux errants qui font des bêtises. Bon, il y a aussi des problèmes des peaux sauvages, il y a aussi des problèmes de déjection canine. Bon, alors soit ce sont des chiens errants, c'est quand même un peu le problème de chiens errants, ou alors c'est tout simplement des chiens de personnes qui ouvrent leurs portes pour que les chiens aillent faire leurs besoins. Dans le centre ancien et le centre-ville, je crois qu'il faudrait aussi que chacun ait un peu de courtoisie vis-à-vis des autres et fasse en sorte que la déjection canine de leur animal, elle soit enlevée par eux et mise dans un sachet à cet effet. Je l'ai déjà vu, je connais, je sais ce qu'il en est, et c'est des choses qui se font couramment. Malheureusement, tout le monde ne le fait pas. Je crois que le centre ancien, on a une certaine vie, hein, qui est une vie sympathique, une vie en commun, une vie collective, surtout l'été, où on vit un peu les uns à côté des autres et tous ensemble, mais c'est pour ça que les gens y viennent, hein, d'ailleurs dans le centre ancien. Mais ça aussi, ça pose, je crois, on va dire, à avoir un certain respect de ses voisins et faire en sorte que dans ce cas-là, eh bien, les poubelles soient sorties quand il faut, les chiens, on n'a pas à le sortir comme ça, à le laisser sortir comme ça, mais on doit au contraire aller avec lui pour voir où il fait de manière nettoyée. Mais en tout cas, nos cantonniers font leur travail depuis une vingtaine d'années, et puis on va recevoir d'ailleurs fin du mois, au début du mois de novembre, on va recevoir 3 goupilles électriques, dont un est équipé d'un Karcher qui nous permettra de mieux nettoyer ce centre-ville. Voilà. Et alors, on me signale qu'au prochain comité communal le conseil consultatif de quartier, merci, ça sera évoqué au prochain. Voilà, c'est la question d'ailleurs pendante du CCQ.
Et puis sachez qu'il nous arrive fréquemment de verbaliser ceux qui, quand on trouve des poubelles qui sont au nom de quelqu'un, écoutez, la personne, normalement c'est elle qui n'a pas fait attention à ses poubelles. Alors peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui l'a pris, qui l'a amené ailleurs, mais en tout cas ça veut dire qu'elle n'a pas sorti comme il fallait. Donc elle est verbalisée dans ce cas-là. Quatrième question, il s'agit de l'entretien des espaces verts dans la zone de la chapelle de l'Espérance. Au risque de nous répéter, nous attirons à nouveau votre attention sur l'absence d'entretien de la zone d'implantation de la chapelle. Pourquoi avoir planté des oliviers et les laisser dépérir aujourd'hui? Pouvons-nous espérer une solution rapide et durable, digne de notre vie de nature? Bon, là on vient d'inaugurer le sentier de randonnée qui fait le long de 5 km, un peu autour du centre-ville et qui passe par la chapelle de l'Espérance. Vous voyez qu'on travaille un peu sur l'image de la commune et l'image des abords de la chapelle aussi. Dans l'entretien de cette oliveraie, elle fait partie de ce qu'a à faire les services techniques, de ce qu'ont à faire les services techniques. Enfin, une oliveraie, ça, par essence même, les oliviers, c'est des arbres qui sont assez robustes et qui quelquefois n'ont pas besoin sauf à les tailler parce qu'on veut récolter les olives, ou là on n'est pas obligé de récolter les olives et on peut les laisser, mais en tout cas monsieur le DST vous dira quand est-ce que ça va être entretenu. Voilà madame Oberlinkel ce que j'avais à dire concernant vos 4 questions écrites. En tout cas je vous remercie de votre assiduité, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée et un bon appétit.